Donc on va reprendre dans la continuité avec intubation difficile. Donc c'est le docteur Farid Larras et Séverine Nuette qui est infirmière qui vont faire les présentations, et puis en modération le professeur Pascal Bilbao et puis le docteur Mathieu Oberlin ainsi qu'Aline Chemy. Merci Audrey, bonjour à tous. On est tous les deux très contents d'être là pour à Reims. Comment ? Ah ouais, j'ai pas entendu. C'est une... Attends, je chante pas mal. Tu l'as peut-être vu au karaoké l'année dernière, non ? Je danse aussi, non, bref. Donc on est tous les deux bien très heureux d'être là pour vous parler de l'intubation difficile et pour discuter avec vous, notamment sur l'aspect peut-être plus paramédical de ce soin. Je vais vous demander si c'est possible d'essayer de vous connecter sur WooClap parce que ça va être interactif. Donc l'idée c'est que vous vous connectez, vous essayez de répondre aux questions. Je crois que vous l'avez déjà tous fait. C'est pas la première fois que... J'espère juste que vous avez du réseau. Juste pour précision, ni Séverine ni moi-même n'avons aucun conflit d'intérêt sur cette question-là. D'accord. Ok, donc on va passer à la diapo suivante. Eh ben, on commence d'emblée avec une petite question. Alors, il y a une très belle présentation faite par Mathieu et Nicolas, mais on va vous demander, sur votre expérience jusqu'à ce jour, quels sont les... C'est quoi tout ça ? Voilà, quels sont les critères qui vous font craindre une intubation difficile ? Ouais, ça va vite, hein. Tac, tac, tac. Oh si, quand même, les gens répondent, ça va. Ok, d'accord, donc on a les réponses. La barbe, ok, je suis foutu. C'est bon. L'obésité qui vient en première ligne. Alors on voit beaucoup de critères quand même plutôt cliniques avec la présentation des patients. Ok, donc on va continuer sur la question suivante et ensuite on en discutera. Tac. Alors voilà, et on voudrait savoir à peu près, on parle d'intubation difficile. Sur les intubations que vous réalisez sur une année, quel est le pourcentage à peu près d'intubations difficiles que vous rencontrez dans votre pratique en médecine d'urgence ? Ouais, c'est trop rapide là. Ah, ça a été 10 ? Attends, je vais revenir en arrière, attends, on va essayer de voir. Ah, j'avais mis quoi, 20 secondes ? 10 secondes. Dans 10 secondes, c'était celui-là ? Ouais, attends, on essaye. Ah, un peu trop court, désolé alors pour les réponses. Ouais, ça a été, j'ai pas eu le temps de vous... Bon, c'est pas très grave. Désolé, mais grosso modo, 10 à 30%, ça paraît correspondre à peu près aux données de la littérature, puisque plus de 30% des intubations peuvent présenter des difficultés. Alors, on va définir l'intubation difficile. Je reviens un peu en arrière. Hop. Donc l'intubation difficile, c'est lorsqu'on nécessite plus de 2 laryngoscopies pour réaliser l'intubation, donc on est obligé de recourir à une méthode alternative, et cela après avoir installé le patient correctement, avec ou sans manipulation laryngée externe. Donc c'est un geste qui est quand même assez compliqué, que vous réalisez quand même régulièrement, et en fait la question qu'on se pose c'est les critères que vous avez donnés, donc c'est plutôt des critères physiques. Il y a plein d'autres critères. Et en fait, dans les nouvelles recommandations, en fait, ce qu'on va retrouver, c'est que l'intubation difficile, on va considérer que toute intubation difficile, hors bloc opératoire, hors réanimation, doit être considérée comme difficile. Tout simplement, parce qu'en fait, on ne sait jamais... Tous les critères que vous avez donnés, bon, gros, okay, on s'en rend compte, obèse, je vais dire, obèse, barbe, tout ça, on s'en rend compte, mais les antécédents des patients, on ne les a pas forcément. Il y a aussi l'expérience de l'équipe, il peut vous arriver de travailler avec des médecins ou avec des soignants que vous ne connaissez pas, ce qui peut... le manque de communication, le manque d'habitude de travailler ensemble, tout ça, ça rend les choses difficiles. Et donc, ça peut engendrer des problématiques lors de l'intubation. Je passe à la diapo suivante. Alors j'espère, c'est vrai que ça va vite, je n'ai pas la visibilité sur les questions, je vais juste voir si... Soyez prêts, si jamais. Ok, là vous avez 20 secondes. Qu'est-ce que vous mettez d'emblée à disposition pour réaliser une intubation hors bloc ? Quel matériel que vous préparez ?
C'est bon? C'est pas On voit si quand mal. même, et tu as vu la moitié de la salle, non, le quart de la salle, Ouais. répondu en moins de 20 secondes. Ouais. Vous êtes des urgentistes ou quoi, là? On décide vite. C'est vrai. Non, mais peut-être que j'aurais pu mettre plus longtemps, mais j'avais peur que ça dure trop longtemps et que ce soit un peu ennuyeux. Vas-y. Il n'y a que 90% qui ont un laryngoscope à disposition pour l'intubation. Ah, Bah, sur ceux qu'on répond. l'infirmière ne l'aura-t-il pas préparé? En tout cas, voilà. C'est rangé. 100% le bas-vu, effectivement, vous avez toujours à disposition, même en SMUR, puisque les pompiers en général sont en extra-hospitalier, il est prêt. Le laryngoscope, je pense que c'est juste un oubli de votre part. C'est plus les alternatives. Mandarin court, 80%. Alors, j'aimerais juste savoir, peut-être dans la salle, est-ce que sur ceux qui disent, par exemple, le vidéo laryngoscope, on est à 60%, est-ce que tout le monde est équipé d'un vidéo laryngoscope dans son SMUR? Alors, ceux qui ne sont pas équipés, juste lever la main pour qu'on... D'accord. Ok, très bien. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est le même hôpital, peut-être. Je ne suis pas sûr que ce soit tous du même hôpital. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que, grosso modo, il y a pas mal de choses qui ressortent. Kit de CRICO, il n'y en a que 15%, les DSG, 17%. En fait, voilà, les nouvelles recommandations, ça va être très simple. Vous n'avez plus besoin de réfléchir, il faut que tout soit prêt. Comme ça veut peut-être dire avoir un sac préparé pour l'intubation avec le matériel prêt pour l'intubation difficile, puisque la nouvelle, par définition, si toute intubation hors bloc est difficile, il faut que votre matériel soit prêt. Et prêt, ça veut dire qu'il ne reste pas dans le véhicule, qu'il soit à disposition du médecin. Mais qui a la responsabilité de tout ça? Voilà. Bon, mais... Souvent, le médecin, comme disait Mathieu, nous sommes une équipe, et il se repose pas mal sur l'équipe paramédicale. Donc, que ce soit l'ambulancier en SMUR, l'aide-soignant, et bien sûr l'infirmière. Donc, tout ce matériel, vous le retrouvez dans les RFE de 2025. En extra-hospitalier, je pense que vous avez tous un kit d'intubation difficile. Personne n'en a pas. Par contre, en intra-hospitalier, est-ce que vous avez un kit à disposition ou vous faites appel à une équipe de secours? Comment vous fonctionnez? Est-ce que vous avez un kit intubation difficile? Ou il est à disposition à chaque intubation? Tous un kit? On dirait. Ah, non. Où il est? Je vois pas. Ah, pardon. Ah. Et peut-être le micro, si on peut lui passer? Il y a un micro qui tourne? Nous, maintenant, pour l'extra-hospitalier, en fait, on a fait un sac avec tout exactement à l'intérieur. Et on nous a demandé dans notre service, en gros, de considérer déjà toute intubation comme difficile. Et donc, on a... alors, la checklist, c'est pas encore écrite, mais c'est en train d'être fait. Et donc, tout est dedans maintenant. D'accord. Bon, à savoir que la checklist, bien sûr, c'est pas au pied du patient qu'on va intuber qu'on la vérifie. Hein, c'est lorsqu'on prépare son sac le matin. Mais voilà, hein, c'est toujours intéressant de savoir que tout le matériel est à disposition pour pouvoir servir le médecin en fonction de ses habitudes et des recommandations. J'ai juste une question, je me permets d'intervenir. C'est suite au recours que vous avez décidé de ne plus avoir de sac intubation difficile, mais de tout mettre ensemble? T'es à Nancy? Ou c'était avant les recos? Ouais. D'accord. 2025 donc. D'accord. Vous êtes à la page, c'est bien. Ok. Nancy, d'accord. Ah oui, je vois qui est le chef de service chiant. Non, ou en accord avec les recos, parce qu'on se pose la question enfin, tu vas peut-être en parler, mais est-ce qu'il y a besoin, est-ce qu'on doit avoir un kit d'intubation difficile ou est-ce qu'on doit avoir tout sous la main? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah bah, moi, je pense que les recommandations, pour le coup, ça va plutôt dans ce sens-là, c'est d'avoir tout sous la main. Donc, c'est dans un sac. Voilà. C'est le message. Ouais, juste mon côté paramédical, je pense que d'avoir tout à disposition, avec le turnover des équipes, effectivement, qui ne se connaissent pas, c'est quand même plus pratique d'avoir tout dans le même kit que d'aller chercher à droite à gauche qui ne connaissent pas forcément le matériel.
C'est ça. Donc effectivement, c'est quand même bien de le mettre en place dans tous les CH. C'est ça, un sac de ventilation, enfin, ça dépend après de votre fonctionnement local, mais effectivement, avoir tout à disposition, c'est ce qui est recommandé et ça paraît logique. Ok. Attention, ça va vite. Bof. Vous avez normalement un peu plus de temps, je crois. J'ai laissé du temps. Je vois même pas de compteur. Il n'y a pas de question. Vous n'arrivez pas à voter? Ah, voilà. Tout préparé, tout. Tu avais des choix? Non, c'était un nuage de mots. C'est pour voir ce qui ressortait. Je sais pas, c'est très visible. Bof. Je crois que j'ai pas mis de compteur, je vais vous dire de vous arrêter. Ouais. Wow. Stop. Sinon, je suis obligé de changer. Hop, merci. Donc, alors, j'ai dit stop. Bon, ben alors, ce qui ressort bien, c'est les drogues préparation. Alors, préparation, c'est un vague mot, mais c'est intéressant. Non, stop, les enfants. On dit stop. Voilà, j'ai peut-être abusé. Joker, c'est bien aussi. Préparation des drogues. Il y en a qui veulent m'agacer. Non, mais voilà. Je vais changer de page. Hein non, mais... Du coup, alors plutôt au niveau de l'équipe paramédicale, moi ce qui m'intéresse un peu, c'est de savoir, justement, lorsqu'on vous dit préparer, tout préparer, il y en a qui disent tout préparer, préparer le matériel, comment vous répartissez les rôles dans votre équipe, en fait, parce que souvent le médecin va être concentré sur le fait d'intuber ou de ventiler le patient. Et dans votre rôle à vous, le rôle paramédical est super important dans ce cas-là. Hop, je change. Bof. Donc, l'assistance paramédicale pour l'intubation, c'est la mise en condition du patient. Alors, comme disait tout à l'heure Raphaël, c'est installer le patient. C'est la position, là, on voit un Jackson modifié pour surélever un peu la tête, pour essayer d'aligner l'axe du mieux possible, pour améliorer la visibilité lors de la laryngoscopie. La gestion de l'environnement, la préoxygénation, la pose d'une VVP, enfin ça fait beaucoup quand même dans un moment de grand stress. Et je voudrais savoir si vous avez l'impression de tout gérer, de trop gérer, alors c'est plutôt pour les paramédicaux, de trop gérer tout seul, ou si ça vous semble couler de source que vous soyez responsable de tout ça, notamment au départ. Qui pense que les infirmiers sont débordés dans de telles situations et qu'ils ont trop de boulot? 3, 4. D'accord? Ouais. Très bien. Et, est-ce qu'on a des ambulanciers dans la salle? On n'a pas d'ambulancier? Si, on a une ambulancière. Ah bah tiens, ça va tomber sur toi alors. Est-ce que dans cette situation d'intubation difficile, tu as un rôle bien défini, ou est-ce que tu te retrouves plus spectatrice, entre guillemets, à moins que tu ailles chercher le matériel dans le véhicule qu'on n'a pas préparé? C'est un rôle d'équipe en fait. Mais justement, ton rôle à toi... Je prépare plutôt l'intubation. Tu prépares des choses? L'intubation, oui. Donc tu es inclus dans l'équipe et tu prépares des choses, d'accord. Donc, oui, c'est ça. Les rôles sont quand même multiples et il faut savoir déléguer. Donc effectivement, l'ambulancier, on va le responsabiliser. Éventuellement, l'équipe de secours pompiers qu'on va aussi responsabiliser pour la ventilation, pour installer les choses. Alors, il y a quelque chose qui a sauté. La surveillance des paramètres vitaux. On verra après, vous avez peut-être vu sur la présentation tout à l'heure. Il y a juste une question là, ou un complément peut-être. J'ai pas vu. Vous pouvez juste vous présenter du coup? Oui, donc moi je suis Catherine Sajowski, infirmière au siège de Pont-à-Mousson. C'était juste pour préciser que... Intra ou extra? Les deux. Super. Et bien évidemment, dans l'équipe, il y a toujours un leader. En général, le médecin, justement, lui, reste calme. Chacun connaît ses missions. Après, on se connaît entre infirmiers et médecins et soignants, chacun a son rôle. S'il y a besoin de réajuster un petit peu, le leader va prendre le pas, ou le médecin, ou alors peut-être l'infirmière, pour bien redéfinir les rôles de chacun.
Mais ce qui est hyper important, je pense, c'est que voilà, le médecin il reste calme et surtout, il a en général conscience du temps justement que ça va prendre la mise en condition du patient, en l'occurrence la pose de voix. Parce que si c'est pas fait, voilà, il faut préparer la voix, il faut poser la voix, préparer les drogues, on en parlait tout à l'heure, préparer les relais. Moi, je sais que j'aime bien que tout soit prêt avant de commencer l'intubation, y compris les relais. Voilà, essayer d'anticiper les drogues dont on va avoir besoin. Et ça, en général, quand même, les médecins, ils en ont bien conscience, ils nous laissent le temps. Ils disent, on a le temps, voilà, ça peut correspondre d'ailleurs au temps de préoxygénation. Donc c'est ça qui fait, je pense, que le travail d'équipe, il va être bénéfique pour le patient, que tout se passe dans le calme, en général, quand même. Et voilà, même quand il y a une petite difficulté, moi aussi, enfin... Pour mon exemple personnel, moi j'aime bien avoir 2 voix. J'aime pas, on se lance dans l'intubation. 2 voix. Il y a des médecins qui m'ont dit, oui, une voix périphérique suffit. Moi j'aime bien avoir 2 voix, parce que c'est déjà arrivé qu'il y ait une voix qui s'arrache, parce qu'il y a du monde autour, parce qu'il y a une voix qui passe plus trop bien. Et voilà, si on se retrouve avec une seule voix ou une voix arrachée, alors qu'on est en pleine sédation, ou même pour les relais, j'aime bien avoir 2 voix. Voilà, en général, les médecins, il suffit de leur dire, de communiquer calmement, et puis ils nous laissent le temps. Ils sont gentils, les médecins, quoi. Super. Ouais. Est-ce que vous avez aucun problème. Oui. Une question, est-ce que vous avez formalisé avec des fiches, pas des fiches de poste, j'aime pas trop ça, mais enfin si c'est bien les fiches de poste, mais en disant l'ambulancier doit faire ça, l'infirmier doit faire ça, le médecin fait ça, en disant pour que les choses soient claires au départ. Est-ce que vous l'avez formalisé à Pont-à-Mousson? Alors non, pas à Pont-à-Mousson, mais alors moi je l'ai pas connu parce que ça fait un petit moment que je suis à Pont-à-Mousson, mais maintenant nos infirmiers qui arrivent à Pont-à-Mousson sont formés. Bon, en l'occurrence, à Nancy, ou en formation déchocage et aux formations SMUR. Donc je pense que là aussi, c'est où ils apprennent l'organisation en fait, d'un déchocage. Et puis après, oui, on apprend entre nous, mais enfin, moi, j'ai pas de connaissance de liste de tâches. Voilà. Après, moi, je vois une différence. Ça fait 25 ans que je suis infirmière. Entre un patient qu'on décide d'endormir, où on a réfléchi à l'intérêt de l'endormir, plutôt qu'au patient où là, c'est la catastrophe. Là, si tu l'endors pas, tu sais que ça va être la catastrophe. Et c'est là qu'un peu on panique. Et qui fait quoi et dans le mouvement. Récemment, on a fait une intubation en urgence, on va dire, et en fait, il y avait trop de monde dans le déchet. On dit il faut de l'aide, mais pas trop d'aide en fait. Parce qu'il faut plutôt définir les tâches de chacun, ou alors les spectateurs restent spectateurs. Et c'est ça qui peut induire un DJ, voilà, ils arrivent, ils connaissent pas l'équipe, et là ça peut être délétère d'avoir trop de monde, enfin c'est mon ressenti d'infirmière ancienne, que trop de monde peut tuer la prise en charge du patient. Parce que vous avez cette expérience dans d'autres services, mais en fait je trouve que ça peut être délétère pour la prise en charge, pour le stress notamment. Du coup, je vais me permettre de rebondir. Je suis à Lichenou, je suis infirmière en pratique avancée, et je voulais vous poser la question du leader paramédical dans ce genre de situation, que ce soit sur une intubation ou sur tout geste difficile, et donc la place d'une infirmière expérimentée qui ait justement fait un pas de retrait pendant la situation et se met à côté du leader médical pour discuter et dispatcher les rôles en l'occurrence. C'est comme faisait remarquer la collègue de Pont-à-Mousson, le travail d'équipe, il est important dans ces situations-là. Alors il y a les situations où on peut rester calme, comme tu disais, parce que tout se passe bien, c'était prévu et on va intuber et on sait ce qu'on fait et le patient, on l'a bien ventilé avant. Et puis il y a les situations où ça peut être plus compliqué. Justement, la ventilation et l'oxygénation sont difficiles et où il y a un peu de stress qui arrive. Et là, je pense qu'effectivement, alors sans forcément que ce soit IPA, pas IPA ou infirmière, voilà, leader paramède, et ben c'est vrai que c'est un moment d'échange, et des fois, de mon expérience, et puis ce qui est important de faire, c'est que l'infirmier qui a un peu de recul par rapport au médecin qui est là dans sa difficulté d'intubation, de lui proposer, en fait, d'être force de proposition, et de lui dire, attends, là, c'est difficile, on n'y arrive pas, il faut passer à une méthode alternative ou un DSG ou des choses comme ça. Et il ne faut pas hésiter, parce qu'on a tous fait ça, enfin je pense que, enfin, moi ça m'est déjà arrivé, je pense que je ne suis pas un cas unique, de vouloir intuber absolument en disant non mais je vais y arriver, et on va voir tout à l'heure, et puis c'est ce que montraient tout à l'heure les tableaux, l'intubation, c'est 2 tentatives en 2 minutes. C'est pas en 10 minutes ou en un quart d'heure. Enfin si ça, c'est long un quart d'heure, mais on s'entend. Oui, je voulais juste revenir sur
la question, enfin pas la question, ce qui avait été dit juste initialement, trop de monde pour voir, trop de monde dans les centres où on forme ou quand on a des nouveaux arrivés, qu'ils soient d'ailleurs médecins ou paramédicaux. C'est bien d'avoir du monde, donc les gens viennent, c'est bien, mais d'en avoir trop, on pense que ça va aller mieux. En fait, pas du tout, ça freine parce que chacun pense que c'est le voisin qui va faire et l'autre et ainsi de suite. Et donc ça, c'est l'intérêt d'avoir une organisation assez structurée pour gentiment dire, c'est pas facile, mais dire bon, on est assez, ou soyez juste à côté et tout, ou d'être à disposition, et que celui qui reçoit ce message-là ne le prenne pas mal en disant ah on m'écarte et ainsi de suite, mais d'être à disposition. Et ça, c'est extrêmement important. Autant il faut être nombreux, oui, mais un certain nombre et pas plus. Ok. Donc, infirmier, je continue. Hop, ah, faut aller. Alors, 30 secondes là, vous avez le temps. J'y arriverai pas. Tac. Ah, c'est quand même bien le timer quand ça s'arrête. Bon, bah, il y a un grand mot qui est un gros mot, mais un grand mot qui sort, la simulation. Communication, je trouve. Formation. Je dirais que vous êtes plutôt bon. Alors maintenant, qui fait des simulations d'intubation difficile allez, je dirais plus de 2 par an. Donc, hein, 1 par an. Donc voilà, c'est un beau mot, il faut le mettre en pratique, je dirais. C'est d'ailleurs ce qui ressort un peu des recommandations. L'intubation, ce que disait tout à l'heure, je ne sais plus qui disait ça, je crois que c'était Nicolas, qui disait que pour être expérimenté, il faut 15 vidéolaryngoscopies et au moins 50 laryngoscopies directes sur des patients et pas en simulation. Hein, donc, mais malgré tout, la simulation, ça permet de travailler le travail d'équipe, que chacun retrouve son rôle, afin de ne pas se retrouver débordé lorsqu'on se retrouve devant un patient qui a une intubation difficile. Donc c'est des choses importantes et c'est ce qu'on va retrouver dans les recommandations. Hop, voilà, formation continue, simulation. Alors, il y en a qui ont un très bel équipement, hein, moi j'ai pas ça. J'ai un vieux mannequin, mais ça, on y arrive quand même. La formation, donc participer régulièrement à des formations. Alors sur l'intubation, on va dire c'est général dans nos métiers, hein, puisque les pratiques évoluent rapidement, mais notamment pour l'intubation. Et la simulation, moi je vous encourage tous, nous sur notre petit hôpital, on arrive à le faire 2 fois par an, donc on n'a pas de gros moyens, mais il y a des labos, il y a des gens qui sont prêts à venir vous prêter du matériel, et c'est vraiment quelque chose qui permet de ne pas se retrouver débordé et lorsqu'on se retrouve dans une intubation difficile. Évidemment. Moi, j'aurais juste une question pour les experts de l'intubation. Est-ce que, à l'heure actuelle, avec la simulation hyper poussée, comment ça s'appelle, le casque virtuel, est-ce que ça pourrait pas valoriser avec le vidéolaryngoscope, valider la capacité du médecin à intuber, même s'il a fait que peu d'intubation, avec la technologie, le haut de gamme, la haute technologie de simulation? Je ne suis pas du tout un expert de la formation en pratique, mais Tahar, tu as des données, toi, sur l'apprentissage de l'intubation sur simulateur. En gros, la question, c'est est-ce que nos 25 ou 50 intubations, on peut les acquérir en faisant de la simulation? De ce que j'ai compris, Nico qui malheureusement a dû partir, ce qu'il disait, c'est que c'est des vraies intubations, c'est pas des intubations sur simulateur. Donc je pense pas que ça puisse remplacer. Par contre, un élément qui est important, je crois, dans la formation, c'est quand on fait des formations, on se met bien dans notre salle de staff, voilà, tout est à côté, mais est-ce qu'on fait de la simulation in situ, c'est-à-dire au moins avec le matériel en vraie vie, dans votre sauve ou dans votre box? Qui fait la formation comme ça?
Tu le fais, toi? Nous on travaille avec les pompiers une fois par mois, et une fois par an, on fait Donc tu sors le sac et tout. Une fois, on sort le sac, Ouais. on emmène un mannequin. On en fait 2 fois par an, mais on l'a fait trop bien. Et notre dernière intubation difficile, on trouvait plus le set de cricot qui était tombé derrière le truc, donc on a dû courir, soins continus, chercher. Enfin, c'est là qu'on se rend compte que, en fait, on a beau se préparer, en fait, des fois on se prépare, on fait de la formation, mais dans des trop bonnes conditions. Et probablement que la formation in situ, je sais qu'il y a beaucoup de centres qui font ça, en tout cas pour l'intubation, vous avez vu, c'est sortir le matériel et s'entraîner sur les séquences. Donc c'est aussi savoir où est le matériel, quoi. Le set de cricot, on ne va pas le sortir tous les jours, donc il faut savoir où il est dans la vraie vie, quoi. Ouais, trois petites remarques. Un, la simulation, les 50 intubations, c'est du vrai. Les études l'ont montré. La simulation, en fait, ne gère que le stress. Il y a une diminution de la partie anxiogène du geste technique, mais pas la validation. Ça ne valide pas les 50 intubations. Deux, moi je rejoins Mathieu à 100%. La simulation in situ, c'est l'avenir. Moi j'ai chargé le CESU 54 là, de nous faire un programme basé. C'était mon DU c'était le mémoire de mon DU de pédagogie sur 8 scénarios de simulation in situ avec un jour fixe qu'on a redéfini. On a défini le critère, on a regardé là où il y a le moins d'activité dans le service, bien sûr. Et donc dès septembre, on va se lancer dans la simulation in situ parce que je suis convaincu que c'est, on lève plein de ce que disait Mathieu, le kit de Cricot par exemple derrière, et la troisième sur la reproductibilité. Moi, je pense qu'il faudra encore, mais je pense qu'il y a encore des études en simulation. Anne-Laure Philippon sur la Pitié travaille beaucoup dessus, sur les études en simulation pour essayer de montrer et d'arriver à cette efficience de 50. Il y a encore pas mal de choses à faire. Ouais. Oui, juste un mot en simulation aussi, là, une belle image avec un casque virtuel, c'est vrai, on se croit au XXIe siècle, mais ce serait peut-être plutôt au milieu du XXIe siècle. À ma connaissance, il n'y a pas d'études validées là-dessus, encore. Alors, est-ce que ça sera utile ou pas? Possiblement, il ne faut pas dire non, mais pour l'instant, il n'y a rien là-dessus. De toute façon, je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui ait les moyens de se payer. Pour l'instant, ce genre de bâtiment. Ça viendra quelque part, à un moment donné, mais pour l'instant, il n'y a rien. Ouais, moi, il y a quelque chose aussi sur lequel je voulais insister, c'est lorsqu'on dit 50 intubations, alors 50, c'est la fourchette basse, qui plus est. C'est peut-être à la fin de votre formation, sur les formations d'EDS, etc. Vous faites, je ne sais pas si vous arrivez à 50 intubations à la fin de votre formation. En tout cas, peut-être avec des passages au bloc, ou des choses comme ça. Mais oui, je pense que c'est quand même compliqué. Et après, une fois que vous serez en poste, je ne sais pas combien vous faites d'intubations par an. Qui fait plus de 10 intubations par an. Ceux qui travaillent en réa, ça compte pas. Non, d'accord. Donc c'est quand même pas la majorité. Et donc c'est vrai que la simulation in situ ou peut-être aller au bloc sur des patients, des choses comme ça. Bon, même si c'est pas l'idéal, ça permet quand même d'intuber des patients et faut savoir se remettre en question et aller se former et sur des patients en direct. Ouais. Ouais, en tant qu'infirmier, le stress que le médecin ne va pas réussir à intuber, moi je pense que c'est prendre la décision de faire la crico. Qui en a déjà fait? Ou alors on charge, on roule. Une. Deux. Et ça, c'est un geste même paramédical qu'on fait extrêmement rarement. Et on sait qu'on fait bien que ce qu'on fait souvent. Alors c'est vrai. Et d'ailleurs, alors on va passer à la diapo suivante. Hop, on revient sur les recommandations de la SFAR et de la SFMU de 2025 en urgence extra-hospitalière et intra-hospitalière. Donc, comme je vous disais, c'est déjà dans un délai assez court. En tout cas, en intra-hospitalier, on se donne 2 minutes. Et si on n'y arrive pas, le message primordial là-dedans, ça va être en fait d'oxygéner le patient, parce que le patient a une saturation correcte. Alors, on en parlait tout à l'heure. On considère qu'elle est correcte lorsque la SAT est supérieure à 90%. Mais ça veut dire que quand elle est inférieure à 90% et que le patient, on va dire, n'a pas d'antécédent particulier type BPCO, comme on disait tout à l'heure avec Nicolas, il faut passer à l'étape d'après. Donc, utiliser le DSG assez rapidement. Et lorsque ça se complique encore, il ne faut pas hésiter. On va venir plus rapidement qu'habituellement, je pense à la crico.
Donc c'est aussi se former à ce geste, à mon avis. Voilà. Est-ce que... Hein? Oui? Question? 5 minutes? Attends, hop. Alors bon, ça c'était les textes au message, ma conclusion. Alors, Wissembourg, c'est du côté de l'Allemagne, c'est pour ça que c'est en allemand. Hein. Nous, on travaille avec les paramèdes allemands qui ont l'habitude... Tu m'as mis dans le 57. Oui, Petite erreur de géographie. Petite erreur de géographie. Grosso modo, je traduis, sans oxygène, on finit dans la tombe. Donc c'est bien ça, le message. Hein, la priorité, c'est d'oxygéner le patient. Donc d'une manière ou d'une autre, et comme disait Mathieu tout à l'heure, si le patient il a une bonne SAT à 95% et qu'il n'y a pas d'autres critères d'intubation absolument, faut pas hésiter à le transporter comme ça, pour l'emmener dans un sauve ou dans un déchoc où il pourrait être mieux techniqué et que ça pourrait être fait de manière un peu plus posée, entre guillemets. La formation, comme on disait, je peux que vous encourager, mais ceux qui sont là déjà, ils font déjà l'effort de venir se former. Maintenant, il y a les simulations en plus. Et surtout, que cette histoire de toute intubation en médecine d'urgence maintenant est une intubation difficile. Ça veut dire qu'il faut être prêt devant chaque patient. Ça vous arrivera qu'une fois tous les 5 ans, peut-être, de ne pas arriver à intuber un patient, mais ce patient-là, ça serait dommage de lui faire perdre une chance de survie. Voilà.